Aujourd'hui, montage d'un PC à 500 €, c'est-à-dire ça va être la présentation des composants, le montage et ensuite ça va être un test sur au moins 10 jeux, donc au moins 10 jeux, voire un petit peu plus. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, ça faisait très longtemps que j'avais pas monté de PC en vidéo et ça fait plaisir aujourd'hui de vous présenter un PC à 500 €. Donc tous les composants sont ici en face de moi. Bien sûr, je vais vous les présenter. Je mettrai tous les liens de ces composants en description. Donc précision, bien sûr, c'est un PC ici sans carte graphique. C'est-à-dire que ça va être un processeur d'AMD Ryzen avec une partie graphique qui est déjà intégrée. Dans ces cas-là, quand c'est une partie graphique intégrée, il faut utiliser ici les ports de la carte mère. Quand vous avez une carte graphique pour brancher votre écran, il faut vous servir des ports qui sont sur la carte graphique. Et donc le but c'est de voir si ce PC permet de faire tourner pas mal de jeux, et surtout comme vous savez très bien, c'est qu'en ce moment les cartes graphiques, que ce soit haut de gamme, il n'y a vraiment pas de souci, il y en a sur le marché, mais plutôt entrée de gamme, c'est assez difficile. Donc je perds pas trop de temps, je vais commencer par vous présenter la plateforme et les composants. Donc comme vous avez vu, j'ai déjà installé la plateforme, je vous mets une petite vidéo où j'ai installé. Donc là-bas, c'est un Ryzen 5 4650G, donc c'est un processeur 6 cœurs 12 threads. Il est vraiment très proche d'un Ryzen 5 3600. La seule différence, bien sûr, c'est qu'il a une partie graphique intégrée. Et l'autre différence, c'est qu'il a un tout petit peu moins de cache L3. Donc ça fait perdre un petit peu de performance par rapport au Ryzen 5 3600, mais dans tous les cas, il est vraiment très proche. Donc 6 cœurs 12 threads avec la petite partie graphique intégrée Vega, ça va être vraiment super intéressant. Autrement, au niveau de la carte mère, j'ai choisi une carte mère moderne, une B550 qui permet d'overclocker, qui coûte environ une centaine d'euros. En plus de ça, avec le Wi-Fi, c'est la MSI B550M Pro VDH Wi-Fi. Je la trouve pas mal cette carte mère avec le petit PCB noir, c'est une carte mère micro ATX. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, elle gère même l'adressable RGB, elle a 2 ports M.2, 4 slots d'extension de RAM. Franchement, elle est vraiment très bien. J'aime bien les cartes mères MSI parce que le rapport qualité-prix est vraiment au top. Donc PCB noir, vraiment très classe, très sobre. Comme vous voyez à l'arrière, le Wi-Fi ici. Donc c'est la version Wi-Fi qui coûte une centaine d'euros. La version sans le Wi-Fi coûte un tout petit peu moins cher. Dans tous les cas, pour moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne carte mère pour environ 100 €. Elle a baissé de prix parce qu'elle était plutôt dans les 120-125 €. Je la trouve vraiment très intéressante en ce moment. Et donc, bien sûr, comme vous voyez, je me suis servi ici du Ventirad AMD d'origine. Après, c'est vous qui voyez, vous pourrez commencer avec le Ventirad AMD d'origine parce que ce processeur chauffe pas trop. Et plus tard, soit mettre un water cooling, soit mettre un Ventirad. Au niveau de la RAM, j'ai choisi de mettre 16 Go en DDR4 3200. Je trouve que c'est vraiment très bien. J'ai choisi un modèle PNY version RGB. Alors, pourquoi j'ai pris des RGB ? Pour booster les performances, donc plus 20% de performance grâce au RGB, c'est faux comme vous savez. Dans tous les cas, donc je mettrai les prix les plus intéressants dans la description du kit du moment parce que ça varie très vite. Un kit classique c'est dans les 80 €, RGB c'est plus 95 €. Après c'est vous qui voyez, mais c'est vrai 80-95 €, après ça change pas trop la facture finale, mais dans tous les cas le petit RGB en plus, c'est vraiment un détail. Donc certains n'aiment pas le RGB du tout. Dans tous les cas, 16 Go en DDR4 3200 c'est bien, il faut vraiment 2 barrettes. C'est vraiment super important sur les performances de l'APU. La partie graphique va piocher aussi dans la DDR4 également. C'est pour ça que la fréquence est super importante et c'est pour ça également que le dual channel est vraiment super important. Donc comme vous avez vu, j'ai mis sur le deuxième et le quatrième plus loin du processeur. Au niveau stockage, que je vous recommande dans cette gamme de prix, c'est un SSD NVMe, le Crucial P2 version 500 Go qui coûte vraiment pas très cher, environ 50 €. Il y a eu même des promotions récemment lors du Prime Day d'Amazon. Et franchement, c'est un très bon SSD. J'ai même commandé une version 1 Tera pour plus tard un autre montage parce que c'était vraiment pas très cher. Donc Crucial P2, NVMe plutôt milieu de gamme. Il y a 2 ports comme je vous ai dit sur cette carte mère, donc le mieux c'est de le mettre ici au niveau du radiateur. Après il y a un deuxième ici possible également plus tard si vous voulez rajouter un NVMe. Donc c'est bien, moi je préfère personnellement parce qu'il n'y a pas tous les câbles en plus, les câbles SATA d'alimentation et le petit câble SATA également ici qui traîne dans le boîtier. Je trouve ça beaucoup mieux maintenant en 2020-2021. Donc je vous montre, je vais l'installer de suite d'ailleurs. Donc je retire les 2 petites vis. J'enlève la protection ici du pad thermique. Donc tout simplement, le M.2 c'est vraiment très simple. Vous le mettez en position, vous avez vu. Je remets la petite protection par-dessus. Donc voilà, il n'y a plus qu'à revisser tout simplement les 2 petites vis. Donc le petit radiateur permet un petit peu de dissiper la chaleur bien sûr du SSD NVMe qui chauffe un tout petit peu plus qu'un SSD SATA par exemple. Donc voilà, notre plateforme est vraiment prête. Si plus tard vous avez une carte graphique, il faut mettre ici sur le port PCI Express qui est juste au-dessus. Et bien sûr, comme je vous ai dit, votre écran, il faut le brancher sur la carte graphique. Quand vous prenez la partie graphique du processeur, c'est branché sur un des ports ici, HDMI, il y a du DisplayPort, il y a même du VGA. Donc je vous montre maintenant le petit boîtier que j'ai acheté.
Donc un boîtier de chez Aerocool, le Trinity Mini, donc avec une version RGB, parce que je crois qu'il y a des versions sans ventilateur, vraiment pas très cher, environ 35 €. Il y a 3 ventilateurs, j'ai choisi celui-ci parce que j'aime bien, il est compact. Du verre trempé, comme d'habitude, c'est fragile. Et en plus de ça, il y a 2 emplacements ici pour des ventilateurs de 12 cm. Donc je trouve vraiment pas mal ces boîtiers, les boîtiers Aerocool sont vraiment bien. Celui-ci, c'est un des derniers de chez Aerocool, et comme je vous montre, hein, ça va pas faire la carte mère perdue dans le boîtier, ça prendra bien la place. Donc je vais enlever les petites vis ici. Donc là on va retirer la vitre en verre trempé. Comme vous voyez, hein, c'est vraiment du verre trempé, c'est pas de l'acrylique. Donc au cas où vous savez pas monter votre boîtier, il y a le petit manuel dedans. Donc j'aime bien aussi également défaire le deuxième côté, la porte latérale. Je vais vous montrer de plus près ce boîtier. Donc voilà, à l'arrière, je aperçois que c'est un ventilateur de 12 cm RGB. Et ce sera aussi également l'avant, il y a 2 ventilateurs en 14 cm. Je vous montre les branchements, pourquoi il n'y aura pas de cycle d'éclairage possible. Parce que tout est branché en Molex, c'est des connectiques à l'ancienne on va dire. Donc en Molex, directement ce sera branché à l'alimentation. Donc les 3 ventilateurs sont branchés ensemble. Autrement du classique, l'USB 3, etc. en façade. Donc un boîtier relativement sobre. Bien sûr, vous choisirez le boîtier qui vous plaît, qui vous fait plaisir. Et ce qui est bien en prenant des cartes mères comme ici Micro ATX, c'est qu'il y a plus de choix de boîtiers. Donc je vais installer la petite plaque Kyoshield pour commencer. Donc les 3 petits ronds vers le bas. Ensuite la petite carte mère, il y a juste à la prendre comme ça. Et on va la faire glisser sur le côté. Donc là, il va falloir que je rajoute 2 entretoises ici et en haut. Donc voilà, comme vous avez vu, ici et là. Du coup, maintenant, je vais pouvoir replacer ma carte mère. Et maintenant, plus qu'à visser, tout simplement au châssis. C'est vraiment super simple, ça. C'est une étape vraiment très simple. Donc comme vous voyez également en haut, hein, ici il y a 2 emplacements. Le water cooling je ne conseille pas sur ce boîtier, ça va déranger au niveau de la rame. Mais il y a un emplacement ici pour 2 ventilateurs. Le water cooling peut passer par contre ici en façade. Et par contre le water cooling en 120 mm c'est possible aussi en extraction à l'arrière. Voilà la dernière vis ici tout en haut. Et donc notre carte mère est bien fixée au châssis comme vous voyez. Donc je vous montre le résultat, ce que ça donne. Comme vous voyez c'est un châssis vraiment super léger. Et donc je vais quand même mesurer aussi la longueur pour la carte graphique pour plus tard. Donc ce sera carte graphique jusqu'à maximum 29 cm. Donc c'est quand même pas mal de cartes graphiques du marché. J'ai oublié de préciser bien sûr ici c'est le Ryzen 5 4650G que j'utilise. Prochainement il y aura les 5600G qui seront sûrement disponibles et 5700G qui seront disponibles au détail. Et j'ai déjà vu des tests, sont encore plus performants qu'ici. Donc les tests qu'on va voir dans cette vidéo. Plus tard, j'aimerais bien mettre la main, bien sûr, sur un 5e génération d'AMD Ryzen G pour pouvoir comparer les performances. Mais si du coup, vous voyez cette vidéo plus tard en 2021, peut-être que ce sera plus valable d'acheter un Ryzen 5, par exemple, 5600G ou un Ryzen 7 5700G. Donc on continue avec le dernier composant, c'est l'alimentation. J'ai pris une alimentation EVGA 500 watts qui était vraiment pas très chère chez Amazon, environ 35 €. Alimentation super intéressante, 80 plus bronze. Moi je pense que ça suffit, 500 watts. Ça peut être par exemple une RTX 2060, RTX 3060 sans souci. GTX 1650, etc. Il n'y a vraiment pas de problème parce que ça consomme peu. Mais dans tous les cas, si vous avez besoin vraiment de plus de puissance, prenez une 600 watts ou 700 watts si plus tard vous comptez mettre une grosse carte graphique. Donc je vais commencer par la déballer, vous la présenter, mais je la connais déjà, elle est noire. Les câbles également sont gainés noirs. Il y a des alimentations à ce prix-là. Ils ont encore des câbles multicolores, vraiment pas jolis du tout. Donc voilà le petit coup de schlass qui va bien. Donc les petites vis dans le bundle, je vais les utiliser. Le petit câble d'alimentation, bien sûr. Et donc comme on voit direct, tous les câbles gainés ici noirs. Et donc une alimentation ici de chez EVGA, super sobre, comme vous voyez. Ventilateur de 12 cm, très compact. Donc c'est pas une alimentation haut de gamme certes, mais ça fait le travail dans cette gamme de prix. Donc pour mettre l'alimentation, c'est très simple. Ventilateur vers le bas ici. On la glisse comme ceci. Et donc on va utiliser les 4 vis qui sont fournies avec pour la fixer directement sur le châssis. Donc petit rappel au niveau du câblage. Le 20 plus 4 pins ici, il faudra les relier, c'est pour alimenter la carte mère au courant. Donc ici le CPU c'est marqué dessus. Parfois c'est uniquement 4 broches, des fois c'est 8 broches comme ici. Donc directement on le passe tout en haut ici. Et ce sera pour alimenter le processeur en courant. Donc comme vous voyez il est passé juste ici. Il faudra le brancher en haut de la carte mère. Pour le moment, on n'a pas besoin ici, c'est les branchements PCI Express, PCI-E. Donc c'est pour alimenter votre carte graphique en courant. Donc ça, ce sera mis de côté. Tout ce qui est périphérique SATA, SSD, disque dur, etc. Et du Molex, hein, comme on va brancher les 3 ventilateurs dessus. Donc il y a 3 Molex ici. Donc ils vont servir ici à relier directement les 3 ventilateurs en courant en branchant comme ceci. Je vais vous remontrer vite fait tous les branchements. Donc en haut, j'ai mis CPU tout en haut. Donc il y a un détrompeur, on ne peut pas se tromper comme on dit. Ici, pour l'alimentation de la carte mère, ici,
Pareil, il y a un détrompeur, il n'y a qu'un seul sens possible. Donc ensuite, ce qui nous reste, c'est de l'USB 3.0 ici, comme on voit, donc le bleu. Donc comme on voit ici, il y a une petite encoche, donc je vais juste le brancher comme ça en bas. Donc pareil, il n'y a qu'un seul sens, mais il faut faire attention, l'USB 3, c'est fragile. Donc également, ce que sort de la façade, c'est HD Audio, c'est tout en bas à gauche au niveau de la carte son. Donc la carte son, c'est ici en bas à gauche. Donc c'est pareil, il y a un petit détrompeur. Ensuite, ce qui sort de la façade souvent, c'est de l'USB classique. Donc USB, donc pareil, il y a un détrompeur, il faut brancher sur le JUSB, donc on a plusieurs. Donc voilà, l'USB 3 de la façade est branché, l'USB classique, l'audio de la façade également est branché. Maintenant, il y a tout ce qui est commande power, reset, etc., l'activité des LED. Ça peut paraître parfois compliqué, mais uniquement power peut suffire largement. On se sert maintenant que du bouton power. Personnellement, les LED d'activité, je m'en fiche. Sur mon PC, il y a uniquement power de brancher, reset également, on s'en fiche. Tous ces petits câbles qui sortent de la façade se branchent sur JFP1, tout en bas de la carte mère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un beau cable management et je vais vous montrer le résultat. Et donc voilà le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'il est vraiment beau, il est vraiment pas très cher ce boîtier et ce PC comme vous voyez, c'est vraiment très bien pour plus tard. C'est une évolution future, mais ce qui va compter bien sûr c'est les performances. Donc voilà, le seul désavantage de ce boîtier c'est que déjà, on ne peut pas réguler la vitesse des ventilateurs, vu que c'est branché en 12 volts, et également l'éclairage, c'est éclairage fixe. Donc le balayage sera fixe comme celui-ci, mais je trouve qu'il est vraiment très joli comme ça. Et c'est surtout pour son prix, il est vraiment pas très cher. Regardez également le cable management, ça passe, c'est très bien. Comme vous voyez ici en bas, c'est le Molex, hein. Tout est branché en un seul bloc. Donc les 3 ventilateurs se branchaient directement au Molex de l'alimentation. Donc qu'est-ce qu'il faut au niveau de la place? Plus tard, vous pourrez rajouter 2 autres ventilateurs sur le top. Après, ce sera suivant la chauffe bien sûr de votre configuration. Mais dans tous les cas, je trouve que ce PC, pour ce prix, est déjà très joli. Mais maintenant, ce qui compte bien sûr, ça va être les performances. Donc je vais faire pas mal de benchmark et après, je reviens vers vous. Donc au niveau performance, comme vous voyez, 1080p faible avec le Ryzen 5 4650G, j'ai testé pas mal de jeux. Donc premièrement, Warzone 33 FPS de moyenne, c'était vraiment pas très jouable en soi. C'est pas très fluide, mais je vais vous donner une petite technique après pour améliorer. Metro Exodus, un jeu solo, 35 FPS de moyenne, c'est un petit peu juste, hein. Faudra plus jouer en 900p. Tomb Raider, 35 FPS, c'est un petit peu juste également. Apex, c'était 50 FPS de moyenne. En désactivant complètement les ombres, c'était 55 FPS de moyenne. C'était assez fluide. Rainbow Six Siege, 63 FPS, c'était correct, on va dire. GTA 5, 66 FPS de moyenne, c'était correct, on va dire. Trackmania, c'était fluide sans problème, hein. 70 FPS de moyenne, c'est vraiment très jouable, c'était vraiment excellent. Battlefield 4, c'était vraiment également très fluide, hein. 75 FPS de moyenne, 1080p faible, c'est un jeu qui est vraiment pas gourmand. Battlefield 3, ce sera encore mieux. Dirt Rally 2.0, 105 FPS de moyenne, donc le jeu n'était pas très joli, donc on peut jouer même en qualité moyenne. Il y a possibilité de bidouiller pour faire un jeu beau et assez fluide. Rocket League 110 FPS de moyenne, pareil, vous pourrez jouer sans problème en qualité moyenne pour qu'il soit plus joli. Fortnite avec le mode performance 110 FPS de moyenne, c'est vraiment excellent ce mode de jeu. Valorant 130 FPS de moyenne, toujours pareil en qualité faible, toujours possibilité d'optimiser, mais pour Valorant, je vous conseille fortement de rester en 1080p faible pour que le jeu soit plus fluide. Et pour finir, le bon vieux 3D Mark Time Spy avec 1441 points, comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à comparer, c'est gratuit, c'est sur Steam. Donc voilà, en ce qui concerne les performances, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment très correct. Sur beaucoup de jeux, c'est vraiment excellent. Sur certains autres jeux, notamment les AAA, etc., c'est beaucoup plus difficile. Mais comme vous voyez, la plupart des jeux qui sont pas trop exigeants, 1080p, qualité faible, ça passe très bien. Je me suis aperçu d'une petite chose sur Warzone, hein, c'était vraiment pas jouable du tout en 1080p qualité faible. En faisant une recherche sur internet, j'ai vu qu'il utilisait pas forcément tous les cœurs du processeur. Et donc je suis allé voir dans le petit fichier de configuration pour modifier. De base, il utilisait 4 cœurs du processeur, donc 4 cœurs physiques, attention. Et donc j'ai mis sur 6 cœurs physiques, faut bien mettre. Et donc c'est une option toute bête, mais avec ça, je trouvais le jeu beaucoup plus fluide. J'ai gagné 10 FPS environ. Je tournais à 42 FPS au lieu de 33, il me semble. Dans tous les cas, c'était plus fluide et du coup, il tirait plus parti du processeur. Donc, un fichier configuration tout bête. Et également sur Apex, un petit bidouille qui vous permet de gagner 5 FPS environ. C'est en désactivant complètement les ombres, hein. Comme vous savez, les ombres, c'est ce qu'il y a de plus gourmand en général. Donc, on gagne 5 FPS, ça fait passer de 50 à 55 FPS. Mais dans tous les cas, sur des configurations très légères, ça permet également de grappiller quelques FPS. Donc, je vous invite bien sûr, les jeux qui sont vraiment très gourmands, que vous avez à tout prix envie d'y jouer et que vous n'avez pas le budget, vous avez plus le budget pour ce type de configuration actuellement, c'est plutôt de bidouiller, voire baisser la résolution 900p par exemple. Dans tous les cas, comme vous voyez, c'est pas la configuration du siècle, mais sur beaucoup de jeux, ça passe vraiment très bien. Notamment Fortnite avec le mode performance, c'est vraiment bien. Les anciens jeux, il n'y aura pas de souci, que ce soit Overwatch, CSGO, Dota 2, League of Legends, tout ce type de jeu, ça passe sans problème sur ce type de configuration.
Dans tous les cas, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le test de ce PC et le montage vous aura plu également. Comme j'ai dit en début de vidéo, je remets tous les liens de ce PC en description. En tout cas, comme d'habitude, merci à tous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!